Mon patron m'a viré 11 jours avant de pouvoir toucher ma prime de retraite, après 27 ans dans l'entreprise. Pas de prime pour les vieux, a-t-il dit en me tendant un accord de licenciement. Signé avant vendredi ou vous n'aurez rien. Je l'ai remercié et je suis parti paisiblement. Cette nuit-là, j'ai passé un seul et unique appel téléphonique dévastateur. Écoutez, pas de prime pour les vieux. Carson Vickery fit glisser l'enveloppe Kraft sur la table de conférence en verre comme s'il distribuait des cartes. La pluie martelait les fenêtres derrière lui, rendant sa voix encore plus glaciale que d'habitude. Je m'appelle Leonard Abrams, j'ai 60 ans et j'ai travaillé chez Iron Ridge Component pendant 27 ans. Dans 11 jours, j'aurais eu droit à ma prime de départ à la retraite de 94 000 $. Au lieu de ça, j'étais assis dans cette pièce stérile, à écouter un type de la tech de 45 ans me dire que mon temps était écoulé. Nous sommes en pleine restructuration. Continua Carson en ajustant ses lunettes de créateur. Signez l'accord de licenciement avant vendredi ou vous n'aurez rien. Je jetai un œil au dossier, des papiers de licenciement standard, une modeste indemnité de départ et une clause de non-concurrence qui m'empêcherait de travailler dans le secteur pendant 2 ans. Le genre d'accord que les entreprises proposent quand elles veulent se débarrasser de vous sans risquer de poursuites judiciaires. Compris, dis-je. Merci pour cette opportunité. Carson cligna des yeux. Il s'attendait probablement à ce que je discute, que je supplie ou que je menace d'intenter une action en justice. Au lieu de cela, je me suis levé, je lui ai serré la main et je suis sorti. Le sol de l'entrepôt me parut différent cet après-midi-là. 27 ans à parcourir ces allées, à vérifier les stocks, à former les nouvelles recrues et à résoudre des problèmes dont la direction n'avait même jamais eu connaissance. J'étais là quand le vieux M. Hendrix dirigeait l'endroit depuis un bureau en métal dans un coin. J'avais survécu à l'incendie de l'entrepôt en 2018, à la récession qui nous a presque anéantis en 2009 et à 3 refontes du système informatique qui promettaient toutes de tout révolutionner. Maintenant, Carson Vickery, engagé il y a 6 mois en provenance d'une société de logiciels de Cincinnati, faisait le ménage, se débarrassant du « poids mort », comme je l'avais entendu dire à Felicia Tran des ressources humaines. Je vidais lentement mon bureau. 27 ans, ça ne rentre pas dans un seul carton, mais j'ai fait avec. La tasse à café que ma fille m'avait offerte pour la fête des pères, la petite photo de ma défunte épouse, Hélène, prise au pique-nique de l'entreprise en 2015, une pile de récompenses de sécurité et de certificats de productivité qui avaient autrefois une signification. Tommy Rodriguez, l'un des caristes que j'avais formé, s'arrêta alors que je fermais la boîte. « Monsieur Abrams, c'est pas juste, dit-il à voix basse. Tout le monde sait que vous devriez avoir cette prime. Parfois, les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu, Tommy. » Il avait l'air de vouloir en dire plus, mais je lui ai juste tapoté l'épaule et me suis dirigé vers la sortie. L'agent de sécurité, Pete Williams, travaillait ici presque aussi longtemps que moi. Il a évité mon regard alors que je lui tendais mon badge et mes clés. Nous savions tous les deux que ce n'était pas une question de performance ou de restructuration. Il s'agissait de faire économiser 94 000 $ à l'entreprise et de faire de la place pour les gens de Carson. Je suis rentré chez moi sous la pluie, en pensant aux appels que je devais passer. J'avais commencé chez Iron Ridge Component à 33 ans, tout juste sorti de l'armée et à la recherche d'un travail stable. Hélène était enceinte de notre fille, Jessica, et nous avions besoin d'une assurance maladie. Ce qui avait commencé comme un simple poste d'intérimaire dans un entrepôt s'était transformé en près de 3 décennies de ma vie. L'entreprise fabriquait des fixations métalliques et des fournitures de quincaillerie pour des clients du bâtiment et de l'industrie dans tout le Midwest. Rien de glamour, mais un travail stable qui payait assez bien pour acheter une maison, élever une famille et préparer sa retraite. Dans les premières années, je travaillais de nuit et le week-end, apprenant chaque aspect de l'exploitation. Quand M. Hendrix décida de passer d'une distribution locale à régionale, j'ai aidé à concevoir le nouvel aménagement de l'entrepôt et j'ai rédigé la plupart des manuels de formation à la main. Quand le premier système informatique est arrivé, c'est moi qui ai appris aux travailleurs plus âgés à l'utiliser. Hélène disait en plaisantant que je me souciais plus de cet endroit que de notre propre garage. Elle n'avait pas tort. J'étais fier de mon travail, de résoudre les problèmes, d'être le gars sur qui la direction pouvait compter quand les choses tournaient mal. Carson Vickery était arrivé il y a 6 mois avec de grands projets et des opinions encore plus tranchées. L'ancien PDG, James Mitchell, avait pris sa retraite après 30 ans et le conseil d'administration avait fait venir Carson pour moderniser les opérations et améliorer l'efficacité.
Carson venait d'une entreprise de technologie où tout était axé sur les données et où les employés étaient des ressources à optimiser. Notre première rencontre ne s'était pas bien passée. Carson l'avait appelé une session d'alignement stratégique, mais cela ressemblait plus à un interrogatoire. Il avait demandé pourquoi nous utilisions encore des registres papier pour certains suivis d'inventaire, pourquoi nos réunions de sécurité étaient hebdomadaires au lieu de mensuelles, et pourquoi nous n'avions pas automatisé davantage les opérations de l'entrepôt. J'avais expliqué que les registres papier ne plantaient jamais, que les réunions de sécurité hebdomadaires permettaient de détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent des accidents, et que l'automatisation fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'elle tombe en panne et qu'il faille des gens qui comprenaient réellement l'équipement pour la réparer. Carson avait souri et hoché la tête, mais je pouvais voir qu'il m'avait déjà catalogué comme un autre, vieux de la vieille, qui résistait au changement. Au cours des mois suivants, je l'ai vu systématiquement pousser vers la sortie toute personne de plus de 50 ans. D'abord, ce furent des plans de retraite anticipés pour les employés historiques, puis des plans d'amélioration des performances pour des travailleurs qui faisaient leur travail parfaitement bien depuis des années. Finalement, ce furent des licenciements purs et simples pour quiconque remettait en question ces méthodes. Félicia Tran, la directrice des ressources humaines, avait essayé de me prévenir il y a quelques semaines. Nous avions travaillé ensemble pendant 15 ans et elle savait que j'approchais de l'âge de la retraite. Léonard, vous devriez peut-être envisager de prendre une retraite anticipée, m'avait-elle dit lors d'une rencontre fortuite sur le parking. Carson a posé beaucoup de questions sur votre package de rémunération. J'aurais dû l'écouter, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs lorsque 3 autres employés seniors ont été soudainement licenciés pour des problèmes de performance quelques semaines seulement avant que leur prime de retraite ne soit acquise. Mais je m'étais dit qu'ils n'oseraient pas me toucher. Pas après 27 ans. Pas après tout ce que j'avais fait pour cette entreprise. J'avais tort. Ce soir-là, assis dans ma cuisine, je fixais les papiers de licenciement étalés sur la vieille table en bois d'Hélène. La pluie avait cessé, mais le silence semblait plus lourd que l'orage. 94 000 $. C'est ce que valait 27 ans de loyauté pour Iron Ridge Component. 11 jours de plus, et cette somme aurait été mienne, par contrat. Au lieu de cela, Carson Vickery avait trouvé un moyen de faire économiser de l'argent à l'entreprise en me licenciant juste avant l'échéance. L'offre de licenciement était insultante, 6 semaines de salaire et la promesse de prolonger mon assurance maladie de 3 mois. Après près de 3 décennies à avoir contribué à faire de cet endroit un distributeur majeur du Midwest à partir d'un petit fournisseur régional, il m'offrait ce qu'il donnerait à n'importe quel employé licencié au hasard. J'ai sorti le manuel de l'employé que j'avais aidé à rédiger en 2009. J'ai tourné les pages jusqu'à la section sur les prestations de retraite et j'ai lu le texte que j'avais personnellement négocié avec l'ancienne direction. La prime de retraite était contractuelle pour tout employé ayant 25 ans ou plus de service et atteignant l'âge de 60 ans. Il devait y avoir une période de grâce, une protection contre ce genre de situation. Mais Carson était nouveau. Il ne connaissait peut-être pas les clauses de protection enfouies dans des politiques qui dataient d'avant son arrivée. Ou peut-être qu'il les connaissait et pensait que je ne me battrais pas. J'ai pensé à appeler Jessica à Chicago. Elle était maintenant avocate d'affaires, brillante et occupée avec sa propre famille. Elle m'avait proposé de revoir mes papiers de retraite il y a des mois, mais j'avais refusé, lui disant de ne pas s'inquiéter pour son vieux père, que tout était réglé. La fierté. C'est ce qui m'avait empêché de passer cet appel plus tôt. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro dont j'avais besoin. Mitchell Goldstein. Le fils de ma sœur, un avocat spécialisé en droit du travail à Columbus. Nous avions parlé à l'enterrement d'Hélène 2 ans auparavant, et il m'avait donné sa carte avec un simple message, « La famille, c'est fait pour s'entraider. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. » Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il ne décroche. « Oncle Léonard ? Tout va bien ? » Je lui ai parlé de Carson, du timing, de l'offre de licenciement. Mitchell a écouté sans m'interrompre, ne posant que quelques questions précises sur mon contrat de travail et la politique de retraite de l'entreprise. « Oncle Léonard, dit-il finalement, je pense que vous devriez attendre avant de signer ces papiers. Pouvez-vous tout scanner et me l'envoyer par email ce soir ? Tu penses qu'il y a quelque chose à faire ? Je pense que Carson Vickery a fait une erreur. Et si j'ai raison, ça va lui coûter bien plus que 94 000 $. Après avoir raccroché, je me suis fait une tasse de café et me suis rassis à table. Pour la première fois depuis que j'avais quitté cette salle de conférence, je ressentis autre chose que de la résignation.
Je sentis que ce combat n'était peut-être pas encore terminé. Mitchell m'a rappelé à 7 heures du matin, le mardi. J'étais déjà debout, buvant du café et regardant le ciel gris d'octobre. Oncle Léonard, nous devons parler en personne. Pouvez-vous venir à Columbus aujourd'hui? Son bureau se trouvait dans un élégant immeuble du centre-ville qui sentait la moquette chère et la peinture fraîche. Mitchell ressemblait plus à sa mère que dans mon souvenir. Des yeux vifs derrière des lunettes cerclées de métal et le genre d'énergie concentrée qui vous faisait comprendre pourquoi il avait réussi. Carson Vickery a merdé, dit-il sans préambule, étalant mes documents de travail sur sa table de conférence. Regardez ça. Il a pointé une section du manuel de l'employé que j'avais oublié, la politique 4.7b, clause de protection des prestations de retraite. Elle stipulait que tout employé à moins de 30 jours de l'éligibilité à une prime de retraite ne pouvait être licencié sans cause réelle et sérieuse, et qu'un licenciement pour motif de restructuration pendant cette période constituait une rupture du contrat de travail. J'ai aidé à écrire ça, dis-je lentement. À l'époque où James Mitchell était PDG. Nous avions eu des problèmes avec des employés licenciés juste avant que leur pension ne soit acquise. Et Carson, soit il n'est pas au courant, soit il parie que vous n'allez pas vous battre. Mitchell se pencha en avant. Voici ce que nous allons faire. Vous n'allez pas signer cet accord de licenciement. Au lieu de cela, vous allez demander une réunion formelle avec les ressources humaines pour discuter des termes de votre licenciement. C'est Felicia Tran qui dirige les RH. C'est quelqu'un de bien, mais elle n'ira pas contre Carson. Elle le fera si elle se rend compte que l'entreprise est sur le point de faire face à un procès. Léonard, il ne s'agit plus seulement de votre prime. Si Carson a systématiquement licencié des employés avant que leur prestation de retraite ne soit acquise, cela pourrait être une pratique discriminatoire. C'est une affaire fédérale. J'ai passé les 2 heures suivantes dans le bureau de Mitchell, examinant chaque détail de mon licenciement et les circonstances qui y avaient conduit. Il prenait des notes sur un bloc-notes jaune, posant des questions sur d'autres employés qui avaient été licenciés récemment, sur les raisons invoquées par Carson pour la restructuration, sur toute documentation que je pourrais avoir. « Avez-vous encore accès à votre email professionnel ?» demanda-t-il. « Jusqu'à jeudi, puis il me coupe l'accès. » Imprimez tout. Chaque email que Carson a envoyé sur la restructuration, chaque mémo sur les changements de politique, chaque communication sur votre licenciement. Nous allons avoir besoin d'une trace écrite. Je suis retourné à Dayton avec le sentiment d'avoir à nouveau un but. Mais quand je suis arrivé chez Iron Ridge Component le mercredi matin pour récupérer mes derniers dossiers et imprimer des emails, Carson m'attendait. « Léonard » dit-il, apparaissant dans le couloir comme s'il m'avait guetté. « Je pensais que vous étiez déjà parti. »« Je termine juste quelques papiers, dis-je. »« Justement, je dois vous parler. » Il fit un geste vers son bureau. « À propos de votre package de licenciement. » Son bureau n'était que vert et chrome, rien à voir avec l'espace confortable aux boiseries où travaillait James Mitchell. Carson s'assit derrière son bureau surdimensionné et sortit un accord de licenciement révisé. « J'ai réfléchi à notre conversation de lundi, dit-il. Vous avez été un employé précieux, et je veux m'assurer que vous êtes bien traité. Je suis autorisé à augmenter votre indemnité à 12 semaines de salaire. Le nouveau montant était encore loin de ma prime de retraite, mais c'était plus du double de l'offre initiale. Il y a une condition, poursuivit Carson. Vous devez signer aujourd'hui. Et évidemment, la clause de non-concurrence reste en vigueur. Il essayait de m'acheter. La question était de savoir s'il connaissait la violation de la politique ou s'il essayait simplement de régler un détail gênant avant que cela ne devienne un problème. J'apprécie l'offre, Carson, mais j'ai besoin de quelques jours de plus pour y réfléchir. Son sourire se crispa. Léonard, j'essaie d'être généreux, mais cette offre expire à la fermeture des bureaux aujourd'hui. Après cela, nous reviendrons aux conditions initiales. Je comprends. J'ai quitté son bureau et je suis allé directement à l'entrepôt. J'avais environ 6 heures avant la date limite de Carson, et je devais imprimer tous les emails que je pouvais trouver. À 16 heures, j'avais 47 pages de documentation cachées dans mon camion. À 17 heures, je suis retourné dans le bureau de Carson et je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour considérer son offre. À 17h01, j'étais officiellement revenu aux conditions de licenciement initial. Mais à ce moment-là, je savais déjà que nous le tenions. Jeudi matin, Mitchell appela avec des nouvelles qui changèrent tout. « Léonard,
j'ai fouillé dans l'historique récent des emplois chez Iron Ridge Components. Au cours des 8 derniers mois, Carson a licencié 7 employés qui étaient à moins de 60 jours d'importantes primes de retraite ou d'échéance de pension. Je m'assis lourdement sur ma chaise de cuisine. 7. George Murphy du contrôle qualité, 63 ans, licencié 3 semaines avant sa prime de pension pour 30 ans de service. Patricia Walsh de la comptabilité, 58 ans, licenciée 2 mois avant son éligibilité à la retraite anticipée. J'en ai 5 autres comme eux. Le café dans ma tasse avait refroidi, mais je ne sentais plus rien. Ce n'était pas seulement des chiffres. C'étaient des gens avec qui j'avais travaillé pendant des décennies. George m'avait formé aux procédures de contrôle qualité quand j'avais débuté. Patricia m'avait aidé à gérer la paperasse quand Hélène était malade et que j'avais dû ajuster mon assurance maladie. Mitchell, comment est-ce légal? Comment Carson s'en sort-il avec ça? Parce que chaque licenciement a été documenté comme étant basé sur la performance ou lié à la restructuration, et la plupart de ces gens ont simplement pris leur indemnité et sont partis. Ils pensaient que se battre contre l'entreprise coûterait plus cher que ce qu'ils récupéreraient. Mais ils avaient tort. Totalement tort. Léonard, ce n'est plus seulement un licenciement abusif. C'est de la discrimination fondée sur l'âge, et c'est systématique. Carson a spécifiquement ciblé les employés plus âgés pour éviter de payer des prestations de retraite. C'est un crime fédéral. Mitchell m'expliqua qu'il avait passé la journée précédente à contacter les employés licenciés. 3 d'entre eux avaient encore la documentation de leur licenciement. 2 étaient prêts à se joindre à une éventuelle action en justice. Et l'un d'eux, George Murphy, avait enregistré une conversation où Carson mentionnait explicitement le fait d'économiser de l'argent en se débarrassant du « poids mort avant qu'il ne devienne trop cher ». George l'a enregistré? Sur son téléphone? Carson ne le savait pas, mais George se doutait que quelque chose n'allait pas et voulait une preuve pour sa propre protection. Léonard, cet enregistrement est la preuve irréfutable. Je pensais à George, un homme discret qui avait travaillé au contrôle qualité pendant 32 ans. Il avait toujours été prudent, méthodique, le genre de travailleur qui détectait les problèmes avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Bien sûr qu'il aurait documenté les erreurs de Carson. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous déposons une plainte officielle auprès de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi, EOC. Nous demandons une enquête sur la discrimination fondée sur l'âge chez Iron Ridge Components. Et nous intentons une action collective en justice pour obtenir des dommages et intérêts pour tous les employés concernés. Combien de temps cela prendra-t-il? Des mois, peut-être un an. Mais Léonard, nous ne nous battons plus seulement pour votre prime. Nous nous battons pour tous ceux à qui Carson a fait du tort. Et nous allons nous assurer qu'il ne pourra plus faire ça à personne d'autre. Cet après-midi-là, je me suis rendu chez George Murphy à Kettering. Il vivait dans une modeste maison de plain-pied avec un jardin soigneusement entretenu et un drapeau américain près de la porte d'entrée. Quand il a répondu, il avait l'air plus vieux que ses 63 ans. « Léonard, j'ai entendu ce qui t'est arrivé. » dit-il en m'invitant à prendre un café. La même chose qu'ils m'ont faite. Nous avons parlé pendant 2 heures. George travaillait chez Iron Ridge depuis 1991, se forgeant la réputation de l'inspecteur qualité le plus minutieux de l'histoire de l'entreprise. Quand Carson est arrivé, il a immédiatement remis en question les méthodes de George, affirmant qu'elles étaient inefficaces et dépassées. Il m'a appelé dans son bureau le mois dernier, a dit George. Il a dit que l'entreprise prenait une nouvelle direction et avait besoin de gens capables de s'adapter aux pratiques modernes. Quand j'ai demandé ce que cela signifiait, il a dit, honnêtement, George, nous avons besoin de moins de têtes grises et de plus de nouvelles idées. Il a dit ça. Je l'ai enregistré. Je me suis dit que j'aurais peut-être besoin d'une preuve plus tard. George a joué l'enregistrement sur son téléphone. La voix de Carson était claire, désinvolte, accablante. Ce soir-là, j'ai appelé Mitchell avec un simple message, dépose la plainte. Toute la plainte. Mettons fin à ça. Vendredi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait en 27 ans, je me suis déclaré malade. Au lieu d'aller chez Iron Ridge Components, je suis allé à Columbus et j'ai passé la journée dans le bureau de Mitchell à finaliser notre stratégie. À midi, nous avions soumis une plainte formelle à l'EOC, alléguant une discrimination systématique fondée sur l'âge chez Iron Ridge Components. À 14 heures, nous avions intenté une action collective en justice devant un tribunal fédéral, demandant des dommages et intérêts pour 8 employés licenciés abusivement.
À 15 heures, Mitchell avait appelé Felicia Tran directement. Je lui ai expliqué la situation, m'a dit Mitchell après avoir raccroché. Elle est dans l'entreprise depuis 15 ans et elle sait exactement ce qui se passe. Elle sait aussi que si cela va au procès, son département aura l'air au mieux incompétent, au pire complice. Qu'a-t-elle dit? Elle a demandé 24 heures pour examiner les dossiers des employés et consulter le conseiller juridique de l'entreprise. Je suis rentré chez moi avec le sentiment que nous avions franchi une ligne. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Soit nous gagnions ce combat, soit Carson s'assurerait que je ne travaillerai plus jamais dans ce secteur. Samedi, j'ai reçu un appel de Tommy Rodriguez. Monsieur Abrams, il se passe quelque chose de bizarre ici. Carson a convoqué une réunion d'urgence hier après-midi, il a fait venir des avocats de Cincinnati, et aujourd'hui il passe en revue les dossiers du personnel toute la matinée. Tommy, tu dois être prudent. Ne fais rien qui pourrait te causer des ennuis. Je sais, mais je pensais que vous devriez savoir. Felicia est en réunion avec l'avocat depuis hier et le bruit court que Carson est vraiment contrarié par quelque chose. Dimanche soir, Mitchell a appelé avec une mise à jour. Felicia a demandé une réunion pour lundi matin. Elle veut discuter d'une résolution potentielle avant que cela n'aille plus loin. Quel genre de résolution? Le genre où ils admettent avoir fait des erreurs et essaient de les réparer avant qu'un juge fédéral ne les oblige à payer des dommages et intérêts punitifs. Lundi matin, j'ai mis mon plus beau costume et je suis allé à Columbus. Mitchell avait organisé la réunion dans son bureau plutôt que chez Iron Ridge Component. Terrain neutre. Felicia est arrivée à 10 heures avec deux avocats que je ne reconnaissais pas. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle n'avait pas bien dormi. Léonard, dit-elle en me serrant la main, je veux que vous sachiez que ce qui vous est arrivé, ainsi qu'aux autres, n'était pas la politique de l'entreprise. Carson a agi sans consultation appropriée avec les ressources humaines ou le conseil juridique. L'une des avocates, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux grisonnants, a pris la parole. Monsieur Abrams, mon client est prêt à offrir un accord global qui inclurait l'intégralité des prestations de retraite pour tous les employés concernés, plus une compensation supplémentaire pour le préjudice causé par ces licenciements abusifs. Mitchell se pencha en avant. Et le statut professionnel de Monsieur Vickery? L'avocate a échangé un regard avec Felicia. Monsieur Vickery ne fait plus partie d'Iron Ridge Component. Son licenciement a pris effet à la fermeture des bureaux vendredi. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Carson était parti. Le conseil d'administration m'a demandé de vous présenter personnellement mes excuses, ainsi qu'aux autres employés qui ont été licenciés abusivement, a poursuivi Felicia. C'était une grave défaillance de notre part en matière de surveillance, et nous nous engageons à réparer cela. Nous avons passé les 3 heures suivantes à négocier les détails. À la fin de la réunion, j'avais ma prime de retraite de 94 000 $, plus les intérêts. J'avais 2 ans de cotisation de retraite différée que l'entreprise avait discrètement retenue. Et j'avais des excuses formelles qui iraient dans mon dossier personnel. Plus important encore, George Murphy et les 6 autres employés licenciés recevraient une compensation similaire. En quittant le bâtiment, Mitchell posa sa main sur mon épaule. Oncle Léonard, Carson Vickery vient d'apprendre que certains vieux de la vieille savent exactement comment se battre. Mardi matin, j'ai reçu un appel de James Mitchell, l'ancien PDG d'Iron Ridge Component. Léonard, j'ai entendu ce qui s'est passé avec Carson. Je suis désolé. Ce n'est pas le genre d'entreprise que nous avons bâti. C'est en train d'être réglé, Monsieur Mitchell. Je sais, Felicia m'a mis au courant. Le conseil d'administration m'a demandé de revenir en tant que PDG par intérim pendant qu'il cherche le remplaçant de Carson. Je voulais vous appeler pour vous demander si vous envisageriez de rester. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expérience pour nous aider à remettre les choses sur les rails. Je regardais par la fenêtre de ma cuisine l'érable qu'Hélène avait planté lorsque nous avions acheté la maison. Ses feuilles devenaient dorées et rouges, prêtes pour l'hiver. J'apprécie l'offre, mais je pense qu'il est temps pour moi de prendre ma retraite, pour de bon. Je comprends. Mais Léonard, je veux que vous sachiez quelque chose. Le conseil d'administration met en place de nouvelles politiques pour s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Aucun employé à moins de 60 jours de l'éligibilité à la retraite ne peut être licencié sans l'approbation du conseil. Et nous exigeons que toute la haute direction suive une formation sur la discrimination fondée sur l'âge et le droit du travail. C'est une bonne nouvelle. Il y a autre chose.
Le Conseil a voté pour nommer la nouvelle politique de protection des employés d'après vous. La politique de protection de l'emploi équitable Léonard Abrams. Elle fera partie de l'intégration de chaque nouvel employé. Mercredi après-midi, je me suis rendu une dernière fois chez Iron Ridge Component. Non pas pour vider mon bureau ou rendre du matériel, mais pour récupérer mes derniers papiers de retraite et mon chèque de prime. Félicia m'a accueilli dans le hall. Elle m'a tendu une enveloppe et une petite plaque en bois. De la part de nous tous qui restons, dit-elle. Merci de vous être battu pour ce qui était juste. La plaque disait, Léonard Abrams, 27 ans de service dévoué. Un homme qui s'est battu pour nous tous. J'ai traversé l'entrepôt une dernière fois. Tommy Rodriguez et plusieurs autres travailleurs ont arrêté ce qu'ils faisaient pour me serrer la main. Ils savaient ce qui s'était passé et ils savaient que Carson était parti. Vous l'avez fait, monsieur Abrams, a dit Tommy. Vous avez eu ce salaud. Nous l'avons tous fait, Tommy. Ne laissez plus jamais personne vous marcher sur les pieds comme ça. Jeudi matin, j'ai déposé ma prime de retraite et mes cotisations arriérées. 137 412 $. Pas seulement l'argent que Carson avait essayé de voler, mais tout ce que l'entreprise avait discrètement différé au fil des ans. J'ai passé l'après-midi à la banque, rencontrant un conseiller financier pour parler de ma véritable retraite. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais planifier l'avenir sans m'inquiéter des frais de justice ou de trouver un autre emploi à 60 ans. Vendredi, j'ai reçu un appel de George Murphy. Léonard, je voulais te remercier. J'ai reçu mon chèque hier, plus les intérêts. Carson m'a coûté 3 mois de retraite, mais maintenant je suis mieux loti que s'il ne m'avait jamais embêté. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, George? Mon petit-fils me demande de lui apprendre la menuiserie. Je pense que je vais lui construire une cabane dans les arbres. Ce week-end-là, Jessica est venue de Chicago avec sa famille. Nous avons dîné à la table de la cuisine où j'avais lu pour la première fois les papiers de licenciement de Carson. Mon petit-fils jouait avec des petites voitures sur le sol pendant que nous parlions. Papa, je suis fière que tu te sois battu, a dit Jessica. Maman aurait été fière aussi. J'ai pensé à Hélène, au projet que nous avions fait pour la retraite. Elle voulait voyager, voir les parcs nationaux, passer du temps avec nos petits-enfants sans se soucier des horaires de travail. Je pense que je vais acheter un camping-car, ai-je dit à Jessica. Vraiment? Ta mère a toujours voulu voir le Grand Canyon. Dimanche soir, je me suis assis sur ma terrasse avec une bière, regardant le coucher de soleil à travers les feuilles dorées de l'érable. Au loin, je pouvais entendre des enfants jouer, des chiens aboyer. La vie qui continuait comme elle le devait. Carson Vickery avait tenté de voler 27 ans du travail de ma vie avec une seule réunion et une enveloppe Kraft. Au lieu de cela, il m'avait donné quelque chose de mieux, la certitude que parfois, quand on se bat pour ce qui est juste, on gagne. Parfois, le combat le plus difficile est celui que l'on pensait ne jamais avoir à mener. Mais c'est aussi celui qui vous rappelle qui vous êtes vraiment. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.